Paris, au printemps de l'année 1961. La ville s'éveille sous un ciel d'un gris perle, typique des matins de la capitale, tandis que les rues pavées et les avenues goudronnées commencent à résonner du bruit régulier des moteurs. Les silhouettes des voitures de l'époque, les courbes rondes des Renault Dauphine, les lignes étirées des Citroën DS et les formes robustes des Peugeot 403 se croisent et s'accumulent le long des grands boulevards. Sur les trottoirs, le flux des piétons s'intensifie. Les hommes portent des costumes de laine sombre, souvent accompagnés de cravates étroites et de chapeaux de feutre, tandis que les femmes marchent d'un pas rapide dans des jupes mi-mollets, des tailleurs cintrés ou des imperméables clairs. Le rythme de la ville est soutenu, dicté par les horaires des bureaux et des ateliers. La France est en plein cœur d'une période de forte croissance économique, une époque où l'emploi est abondant et où la modernisation transforme lentement le paysage urbain. Les façades en pierre de taille des immeubles haussmanniens encadrent les rues, affichant une continuité architecturale qui semble immuable, bien que la société qui s'agite à leurs pieds soit en pleine mutation. Pour comprendre l'ampleur du changement qui s'annonce dans les habitudes quotidiennes, il faut d'abord observer la norme. La matinée parisienne est indissociable du café de quartier. Aux angles des rues, les devantures en bois sombre ou peintes en rouge bordeaux des brasseries et des petits bistrots accueillent les premiers clients. À l'intérieur, l'air est chargé de l'odeur du café torréfié, du tabac brun des cigarettes gauloises ou gitanes et de l'effluve chaud des croissants disposés dans des corbeilles en osier. Le comptoir, invariablement recouvert de zinc, est le point de ralliement. Les travailleurs s'y accoudent, le pied posé sur la barre en laiton qui court près du sol. Le patron de l'établissement, souvent vêtu d'un gilet sombre sur une chemise blanche, actionne la lourde machine à espresso en chrome. Le bruit de la vapeur sous pression qui s'échappe couvre par instants les conversations à voix basse et le froissement des grandes pages des journaux quotidiens étalés sur le comptoir. La consommation se fait debout, rapidement, mais selon un rituel précis et inchangé depuis des décennies. La tasse en porcelaine épaisse, la petite cuillère, le morceau de sucre emballé dans du papier. Tout obéit à une chorégraphie familière. Lorsque l'horloge approche de midi, le rythme de la ville bascule. Traditionnellement, le déjeuner parisien est une institution qui demande du temps. Les bureaux se vident presque simultanément. Les employés disposent souvent de 2 heures pour manger, un espace-temps considéré comme intouchable. Dans les brasseries, les garçons de café, reconnaissables à leurs pantalons noirs, leurs gilets, leurs nœuds papillons et leur long tablier blanc qui descend jusqu'aux chevilles, circulent avec une agilité travaillée entre les tables serrées. Le mobilier est lourd, tables au plateau de marbre ou de bois massif, chaises en bois courbé, banquettes recouvertes de moleskine rouge ou noire. Les grands miroirs au mur reflètent une salle pleine, bruyante, où s'entrechoquent les verres, les assiettes et les couverts en métal. Le menu, écrit à la craie blanche sur une grande ardoise noire, propose des plats en sauce, des viandes mijotées, des blanquettes, des ragoûts, accompagnés de légumes, de pommes de terre ou de frites épaisses taillées au couteau. Le pain est central. La baguette à la croûte dorée et croustillante, coupée en tronçons, est posée dans une corbeille au centre de la table. Elle sert à accompagner chaque bouchée et à nettoyer le fond de l'assiette. Le repas est arrosé de vin rouge ordinaire, servi dans des ballons en verre épais ou d'eau en carafe. Pour ceux qui ont moins de temps ou de moyens, l'alternative est le casse-croûte, acheté dans une boulangerie ou un café. Le jambon beurre classique est préparé sur commande. Une demi-baguette fendue dans la longueur, généreusement tartinée de beurre salé raclé sur une motte, garnie de tranches de jambon blanc cuites au torchon. Sa consommation demande une mastication vigoureuse, la croûte du pain offrant une résistance caractéristique. Cependant, au début des années 60, une nouvelle urgence commence à se faire sentir. Le secteur tertiaire s'étend. Les grands immeubles de bureaux rassemblent des centaines d'employés, des dactylos, des comptables, des cadres, pour qui la pause de 2 heures devient parfois une contrainte. L'efficacité et la rapidité deviennent de nouvelles valeurs. C'est dans ce contexte de rationalisation du temps que le paysage commercial parisien voit apparaître les premiers snacks. Ces établissements, souvent étroits, proposent de manger au comptoir, sur des tabourets hauts, des repas simples et rapides. Mais c'est au printemps de 1961, près de l'avenue des Champs-Élysées, rue de Berry, qu'une nouveauté radicale prend forme.
L'apparence extérieure de ce nouvel établissement marque une rupture nette avec l'esthétique environnante. Là où le bistrot parisien joue sur les tons chauds, la patine du temps, les vitrines parfois embuées et les enseignes peintes à la main, ce nouveau restaurant américain opte pour une visibilité éclatante. La façade est dominée par de larges baies vitrées qui laissent voir l'intégralité de la salle, abolissant la frontière intime des cafés traditionnels. Les couleurs sont vives, le rouge, le blanc, soulignés par des lignes d'acier inoxydable et des néons lumineux qui restent allumés même en plein jour. L'enseigne annonce clairement la couleur. Il s'agit d'un Wimpy, la première chaîne à introduire le véritable hamburger en France. Sur le trottoir, une file d'attente se forme dès les premiers jours. Les passants s'arrêtent, observent à travers la vitre, intrigués par la nouveauté. L'endroit ne ressemble à rien de connu. Il évoque les images véhiculées par le cinéma américain, les magazines illustrés et l'esthétique d'outre-Atlantique qui fascinent alors une grande partie de la jeunesse urbaine. En franchissant la porte en verre, le client est immédiatement enveloppé par une atmosphère sensorielle inédite. L'odeur n'est pas celle du beurre fondu, du vin renversé ou des plats longuement mijotés. C'est une odeur de viande de bœuf grillée rapidement, de graisse chauffée sur une plaque de métal, de pain toasté et de friture d'huile végétale, très différente de la graisse de bœuf ou de canard parfois utilisée dans les friteries traditionnelles. L'acoustique est également différente. L'absence de matériaux absorbants comme le bois ou le tissu, remplacés par des surfaces dures et lisses, crée une réverbération claire. On entend le bruit de la ventilation mécanique, le crépitement continu des plaques de cuisson, les annonces brèves du personnel et la musique de fond diffusée par des haut-parleurs, souvent des rythmes modernes, du rock ou du twist naissant. L'aménagement intérieur tourne le dos à l'artisanat. Tout ici respire la standardisation et l'hygiène industrielle. Les tables ne sont pas en bois ou en marbre, mais recouvertes de formica brillant, un matériau synthétique lisse, facile à nettoyer, dans des teintes souvent pastel ou rouge vif. Les chaises sont remplacées par des banquettes fixes recouvertes de vinyle ou des tabourets scellés au sol, obligeant le client à s'adapter à l'espace conçu par le restaurant et non l'inverse. L'éclairage est cru, assuré par des tubes fluorescents fixés au plafond qui diffusent une lumière blanche et uniforme sur l'ensemble de la pièce, ne laissant aucune zone d'ombre. Sur chaque table, l'organisation est minimaliste. Pas de nappe en tissu, pas de set de table, pas de ménagère en argent. On trouve simplement un distributeur de serviettes en papier blanc, pliées et imbriquées les unes dans les autres, un sucrier en verre avec un bec verseur en métal, et parfois des flacons en plastique souple contenant des sauces rouges et jaunes, dont les couleurs vives surprennent l'œil parisien. L'organisation du travail derrière le comptoir est visible de tous. C'est une cuisine ouverte, mais elle ne ressemble en rien aux cuisines des restaurants traditionnels, souvent cachées en sous-sol ou derrière des portes battantes. Ici, l'espace de préparation s'apparente à une petite chaîne de montage, claire, ordonnée, recouverte d'acier inoxydable étincelant. Le personnel ne porte pas la tenue traditionnelle du garçon de café. Les employés sont vêtus d'uniformes standardisés, chemisettes blanches à manches courtes, pantalons clairs, tabliers impeccables et, surtout, des calots en papier blanc sur la tête, imposant une image de propreté clinique venue des normes américaines. Leurs gestes sont précis, répétitifs, étudiés pour minimiser les déplacements et maximiser la rapidité. Au centre de cette chorégraphie se trouve la préparation du premier hamburger parisien. Ce n'est pas un sandwich préparé à l'avance, ni un plat qui demande du temps. C'est un assemblage réalisé à la minute, sous les yeux du client. Le processus commence par la cuisson de la viande. Il s'agit de bœuf haché, façonné en disques plats et réguliers, bien différent des gros steaks hachés épais servis à l'assiette dans les brasseries. L'employé dépose ses disques de viande crue sur une large plaque de cuisson lisse et chauffée à haute température, appelée plancha. Il n'y a pas de poêle, pas de beurre. La viande cuit dans son propre gras, produisant un sifflement aigu et une fumée immédiatement aspirée par de puissantes hottes. Avec une large spatule métallique, le cuisinier presse la viande, puis la retourne d'un geste sec. La cuisson est extrêmement rapide, visant à dorer l'extérieur tout en gardant une texture souple à l'intérieur. Pendant que la viande cuit, le pain est préparé. Ce pain, le bain, est l'élément qui désoriente le plus les habitués de la baguette. Il est rond, bombé,
d'une couleur dorée uniforme, et sa surface est parsemée de petites graines de sésame blanc. Sa texture est moelleuse, briochée, presque sucrée, dépourvue de toute croûte dure. Il n'offre aucune résistance sous les doigts. L'employé tranche ce pain en deux à l'horizontale et place les deux moitiés face coupée vers le bas sur une partie moins chaude de la plaque de cuisson, afin de les toaster légèrement. Cette étape crée une fine surface caramélisée qui empêchera les sauces de détremper la mie molle. Vient ensuite l'assemblage, réalisé avec une régularité mécanique. Sur la base du pain chaud, l'employé dépose la rondelle de viande brûlante. Immédiatement, il y ajoute une fine tranche de fromage fondu. Ce fromage, souvent d'un jaune orangé prononcé, n'a rien à voir avec les fromages affinés des terroirs français. Il est lisse, industriel, conçu spécifiquement pour fondre rapidement sous la chaleur de la viande, créant une liaison crémeuse. L'assaisonnement suit des règles strictes, très éloignées de la gastronomie locale. Pas de moutarde de Dijon piquante, ni de beurre. À l'aide de distributeurs ou de spatules, l'employé applique du ketchup, une sauce à base de tomates, de vinaigre et de sucre, d'un rouge brillant et d'une consistance épaisse. Il ajoute parfois une moutarde douce, jaune vif. Par-dessus, viennent se poser quelques rondelles d'oignons crus, coupées très finement, et des tranches de cornichons. Ces cornichons, coupés dans le sens de la longueur ou en larges rondelles, sont aigres doux, parfumés à l'aneth, offrant un contraste sucré-salé totalement inédit pour un palais français habitué à l'acidité tranchante du petit cornichon au vinaigre blanc. Enfin, la partie supérieure du pain referme l'ensemble. Le produit final est compact, chaud, souple. Il n'est pas posé sur une assiette en faïence. Il est glissé dans un carré de papier paraffiné ou une pochette en papier fin, parfois imprimé du logo rouge de l'établissement. Ce simple morceau de papier modifie fondamentalement la manière dont le repas va être consommé. L'absence de vaisselle en dur est une rupture majeure dans l'étiquette du déjeuner. Lorsque le client récupère sa commande au comptoir, souvent posée sur un plateau en plastique moulé marron ou gris, il doit lui-même la porter jusqu'à sa table. Ce principe du libre service ou du service au comptoir bouleverse la relation traditionnelle entre le serveur et le client. Il n'y a plus d'attente à table, plus de commandes prises au carnet, plus de pourboire laissés sur la petite coupelle en métal. Le paiement s'effectue directement à la caisse enregistreuse, dont le tiroir métallique s'ouvre avec un tintement clair après chaque transaction. Une fois assis à l'une des tables en formica, le Parisien de l'année 1961 se trouve confronté à l'objet lui-même. Manger ce premier hamburger requiert une adaptation physique. Dans une culture où l'usage de la fourchette et du couteau est la norme pour tout repas chaud, et où seul le casse-croûte froid se mange avec les mains, saisir ce plat chaud à deux mains constitue une transgression des habitudes à table. Le client doit soulever le sandwich enveloppé dans son papier. La chaleur de la viande se transmet à travers l'emballage. Pour mordre dans l'ensemble, il faut légèrement tasser le pain moelleux avec les doigts. Les coudes s'écartent naturellement. Le buste se penche légèrement en avant au-dessus de la table ou du plateau pour éviter que les sauces, rendues fluides par la chaleur, ne goûtent sur les vêtements. La première bouchée offre une sensation de texture surprenante. Là où le palais s'attend à l'effort de la mâchoire pour rompre la croûte d'un pain traditionnel, le bain cède sans résistance. La dent traverse la mie sucrée, la viande hachée tendre, le fromage fondant et le croquant humide de l'oignon et du cornichon, en un seul mouvement fluide. Les saveurs se mélangent immédiatement dans la bouche. Le salé du bœuf, le goût gras du fromage fondu, l'acidité vinaigrée et la douceur sucrée du ketchup. C'est un profil gustatif percutant, conçu pour être immédiatement satisfaisant, sans nécessiter la lenteur d'une dégustation. Le repas est silencieux d'un point de vue matériel. Il n'y a pas le grincement de la lame du couteau sur la porcelaine, ni le tintement de la fourchette. Seul le bruit du papier froissé accompagne le mouvement des mains. L'accompagnement du hamburger marque également une rupture. Bien que la France connaisse parfaitement la pomme de terre frite, celle servie dans ce nouvel établissement adopte le format américain de la French fry. Elles sont taillées de manière parfaitement régulière, longues et fines, bien plus étroites que les frites de bistrot. Cuites dans de grandes friteuses à l'huile végétale, elles ressortent dorées, croustillantes à l'extérieur et farineuses à l'intérieur, rapidement salées à la volée avec une salière en métal.
Elles ne sont pas servies dans un plat, mais glissées dans une petite pochette en papier rectangulaire ou un cornet, placées sur le plateau à côté du hamburger. Les clients les mangent avec les doigts, piochant dans le sachet, les trempant parfois dans le ketchup déposé directement sur le papier du plateau. Les boissons qui accompagnent ce repas complètent cette immersion dans un nouveau mode de consommation. Le traditionnel verre de vin rouge, symbole incontesté du déjeuner des travailleurs et des employés, est ici absent. Il est remplacé par des boissons servies très froides, ce qui est peu habituel dans les habitudes de table française de l'époque où les boissons sont souvent servies à température ambiante. Le Coca-Cola est versé dans de grands verres évasés ou parfois servi directement dans sa bouteille en verre strié, très fraîche, sur laquelle se forme de la condensation. La boisson pétillante, sombre et sucrée, s'aspire au moyen d'une paille en papier rayé rouge et blanc. L'usage de la paille est, pour beaucoup d'adultes, un geste associé à l'enfance, qui devient ici une norme pour tous. Autre nouveauté marquante, le milkshake, ou lait frappé. Préparé dans des mixeurs en métal fixés au mur derrière le comptoir, c'est un mélange épais et glacé de lait et de crème glacée, parfumé à la vanille, au chocolat ou à la fraise. Il est servi dans un grand gobelet en carton pelliculé ou un haut verre étroit. La consistance est si dense qu'elle requiert un effort d'aspiration constant à travers la paille. Boire un liquide glacé et lacté au milieu d'un repas salé chaud est une expérience sensorielle totalement nouvelle pour le palais d'un travailleur habitué à l'amertume d'un café noir en fin de repas. La clientèle qui fréquente ce premier établissement reflète la diversité et les fractures de cette époque de transition. Le midi, la salle se remplit rapidement d'un public hétéroclite. On y voit de jeunes employés de bureau, séduits par la promesse d'un repas rapide et peu coûteux. Ils peuvent entrer, commander, manger et ressortir en moins de 30 minutes, un gain de temps considérable qui leur permet de flâner sur les Champs-Élysées avant de retourner au travail. À côté d'eux, on observe des adolescents, garçons et filles, membres de cette nouvelle génération du baby-boom, qui découvrent l'indépendance financière et cherchent des espaces de sociabilité éloignés des codes stricts de leurs parents. Pour eux, le restaurant de hamburger n'est pas seulement un lieu de restauration. C'est un point de rencontre, un morceau d'Amérique moderne implanté en plein Paris. Ils se regroupent sur les banquettes rouges, partagent des frites, fument des cigarettes en écoutant la musique. On croise également des touristes américains, rassurés de trouver une nourriture familière, standardisée, dont le goût est identique à ce qu'ils connaissent chez eux. Et puis, il y a les curieux, des hommes en costume, des femmes aux coiffures laquées, qui observent, un peu circonspectes, la texture du pain mou, qui décortiquent le sandwich, soulevant le pain pour examiner la tranche de cornichon et la viande plate, essayant parfois de manger avec les doigts, tout en gardant une posture rigide, essuyant méticuleusement leurs mains avec les fines serviettes en papier qui se désagrègent facilement. Le rythme de l'établissement introduit également un concept encore rare à Paris, le service continu. Alors que les brasseries et les restaurants classiques ferment leur cuisine après 14 heures pour ne les rouvrir que vers 19 heures, le restaurant de hamburger reste ouvert et actif tout l'après-midi. À 15 heures ou à 17 heures, l'éclairage fluorescent brille toujours de la même intensité. L'activité derrière le comptoir ne s'arrête pas. Le grésillement des plaques de cuisson résonne pour quelques clients en décalage horaire, des voyageurs, des étudiants ou des promeneurs affamés. Pendant ces heures plus calmes, le personnel s'active à l'entretien. Armés de chiffons humides et de produits désinfectants, ils essuient les tables en formica, vident les cendriers en métal, rechargent les distributeurs de serviettes et les pailles. La propreté doit être constante, visible, presque clinique. Le sol en linoléum clair est balayé, effaçant les traces de semelles de la cohue de midi. Cette organisation mécanique de la journée contraste avec la torpeur de l'après-midi parisien traditionnel, où les garçons de café lisent le journal dans une salle désertée, en attendant le service du soir. Lorsque la fin de journée approche et que la lumière naturelle décline sur la capitale, les habitudes se transforment à nouveau. Le ciel s'assombrit au-dessus des immeubles haussmanniens et l'éclairage public s'allume, baignant les trottoirs d'une lumière jaune orangée. Les phares des voitures tracent des lignes lumineuses continues le long de l'avenue. Les travailleurs rentrent chez eux, s'engouffrant dans les bouches de métro reconnaissables à leur ferronnerie verte. C'est l'heure où les bistrots traditionnels se remplissent pour l'apéritif.
Les hommes accoudés au zinc commandent des pastis qui se troublent au contact de l'eau, des verres de vin blanc sec ou des demi de bière pression. La rumeur des conversations enfle, dense et familière. Les salles à manger des restaurants préparent leurs tables pour le dîner, dressant les nappes blanches, disposant les verres à pied et les couverts étincelants. Dans ce paysage nocturne, la devanture du restaurant de hamburgers se détache avec encore plus d'évidence. Ses néons rouges et blancs perçant l'obscurité, offrant un signal visuel puissant. L'intérieur suréclairé semble flotter comme une boîte lumineuse au milieu de la rue de Berry. L'atmosphère à l'intérieur évolue. La clientèle du soir est différente. Ce sont les spectateurs des salles de cinéma environnantes des Champs-Élysées, des couples, des groupes d'amis qui viennent chercher une collation rapide avant ou après la projection d'un film. Le repas chaud, servi en quelques minutes à toute heure, répond à cette nouvelle spontanéité de la vie urbaine nocturne. La gestuelle reste la même. La file d'attente au comptoir, le plateau porté à deux mains, la recherche d'une table libre, la consommation rapide du sandwich emballé dans son papier. Autour d'eux, la ville poursuit sa routine du soir, mais dans ce périmètre délimité par les vitrines du restaurant, le rapport au repas s'est définitivement affranchi des règles classiques. Plus tard dans la nuit, alors que le trafic automobile s'espace et que les trottoirs se vident peu à peu, les derniers clients quittent les banquettes de Formica. Les employés entament le grand nettoyage de fermeture. Les larges plaques de cuisson en acier sont grattées avec de lourdes spatules métalliques pour retirer les résidus de graisse roussie, puis lavées à grande eau et aux produits dégraissants, dégageant des nuages de vapeur blanche sous les hottes aspirantes. Les friteuses sont couvertes, les sols récurés à fond. Les lumières crues s'éteignent finalement, ne laissant que l'enseigne au néon briller faiblement dans la rue déserte. De l'autre côté de la rue, le patron d'un bistrot voisin empile les chaises de terrasse en rotin et tire la lourde grille métallique en accordéon de sa devanture. Le bruit sec de la serrure marque la fin de la journée. La capitale s'endort, ancrée dans ses pierres anciennes et ses traditions séculaires. Pourtant, derrière les grandes baies vitrées de ce nouveau commerce, au milieu du formica et de l'acier inoxydable, la journée qui s'achève n'a pas seulement vu la vente de nourriture. L'introduction de ce simple morceau de viande hachée dans un pain rond et sucré, mangé avec les mains à la hâte, marque l'amorce d'une modification profonde dans la manière dont les citadins vont désormais organiser leur temps, interagir avec l'espace public et concevoir la pause du déjeuner. Une évolution discrète, presque invisible dans l'immensité de la ville, mais dont les gestes réguliers, de la prise de commande au comptoir au froissement du papier d'emballage, allaient lentement devenir une composante ordinaire de la vie quotidienne.